Alors, nous allons corriger ces petites recherches actuelles sur le Covid-19 en rapport avec notre programme actuel. Nous avons étudié précédemment le cycle d'un virus, plus précisément d'un rétrovirus. Rappelez-vous, c'était lors du chapitre sur les transferts horizontaux. Donc on avait rapidement vu comment il fonctionnait et on s'était rendu compte qu'un virus, en fait, pour pouvoir se multiplier, était obligé de rentrer dans une de nos cellules qu'on appelle cellules hôtes. Donc ici, on observe le schéma classique de ce qu'on a étudié par rapport à un rétrovirus. On voit que le virus qui est ici représenté se fixe sur une molécule présente à la surface de la cellule hôte. Et c'est cette molécule qui va permettre de guider le virus, qui lui va s'accrocher grâce à une autre molécule sur la membrane pour pouvoir fusionner et intégrer son ARN. Dans le cas de l'ARN du rétrovirus que nous avions vu, l'ARN viral va ensuite subir une transcription inverse grâce à une molécule présente dans le virus qui s'appelle la transcriptase inverse. Cet ADN viral, du coup, va venir s'intégrer dans le génome humain et c'est le matériel classique de traduction, enfin transcription et traduction qui va permettre la production ensuite des protéines virales que l'on retrouve ici. Des enzymes vont alors permettre la reformation d'un nouveau virus et il va sortir par exocytose. On a alors ce qu'on appelle des virions, c'est des bébés virus, qui vont ressortir en grande quantité après avoir été multipliés grâce à notre matériel génétique. Donc, on a découvert, grâce à, donc là, selon les sources du site de veille technologique, on a pu voir que les scientifiques avaient pu étudier de manière un peu plus approfondie le cas du cycle viral du Covid-19 et il y a quelques différences par rapport au rétrovirus qu'on a étudié. Ces différences, je les ai notées ici. Tout d'abord, l'entrée est exactement selon le même principe. À la surface, il existe des protéines dites spike pour le Covid-19. Et donc ces protéines doivent être coupées à un moment donné pour pouvoir venir être reconnues par les espèces de protéines réceptrices qui sont à la surface de nos cellules hôtes. Une fois que ce spike est coupé et qu'il est reconnu, il va alors pouvoir fusionner avec la membrane de notre cellule, comme on l'a vu précédemment. Lorsqu'il rentre, il va libérer son ARN, puisque c'est également un virus à ARN, sauf que là, il ne va pas avoir une transcriptase inverse à l'intérieur de ce virus, il va y avoir un matériel qui va directement transformer l'ARN, le grand ARN viral, il va le transformer en ARN messager. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir un promoteur qui va être utilisable par nos cellules. Donc cet ARN messager viral qui est produit grâce à une ARN polymérase virale, ça n'est pas du matériel que nous possédons, ça c'est à l'intérieur du virus. Ensuite, les ARN messagers vont par contre être traduits par notre génome. Donc là, il va utiliser les ribosomes que nous possédons pour faire la traduction du matériel génétique du virus. On arrive donc, toute cette étape-là qui était présente chez le rétrovirus n'existe pas. On arrive donc directement de l'ARN viral qui a été transformé en ARN messager viral par l'ARN polymérase virale en nouvel ARN. Cet ARN messager viral va pouvoir être traduit grâce à notre matériel à nous. Et on va avoir des polypeptides, des polyprotéines qui vont être fabriquées. Ces polyprotéines, pour pouvoir reformer un nouveau virus, doivent s'assembler d'une certaine manière. Et là, ce sont des protéines virales qui existent également à l'intérieur du virus et qui ont été déversées dans notre cellule, qui vont permettre cette recombinaison. Il y aura alors bourgeonnement par exocytose du virus actuel.
Donc là, l'objectif est de trouver comment est-ce qu'on va réussir à lutter en fonction des différentes phases et surtout sur des médicaments qui existent déjà, c'est-à-dire que ça ferait gagner un temps énorme, dans le sens où on connaît déjà la molécule, on connaît déjà les effets secondaires, puisque ça a été fait, ce sont des tests qui ont déjà été faits sur une grande population, et ce sont des médicaments qui sont déjà commercialisés. Donc la première piste était sur le camostat. Ici, on parie sur la reconnaissance de la cellule et du virus pour empêcher en fait le virus de s'accrocher à la cellule hôte. Il s'agirait d'empêcher la protéine spike d'être rompue et pour ça, il faut connaître les enzymes protéases que nous possédons et qui permettent cette coupure de la protéine spike. Et donc, le camostat agirait plutôt sur cette première phase d'attachement, où les protéines spike, ici représentées par les petits embouts verts, ne seraient pas coupées et donc ne pourraient pas être reconnues par cette molécule de surface. Deuxième stratégie envisagée, il s'agit d'empêcher l'accrochage pour qu'il n'y ait pas fusion. Donc là, l'objectif serait d'agir à cet endroit-là, toujours sur une protéine. Il s'agirait vraisemblablement de la même protéine qui permettrait l'action directement sur la membrane pour la fusion du virus. Et le fait d'empêcher cette coupure de protéines par le camostat, encore une fois, empêcherait cette fusion. Mais il existe aussi, comme on vous le dit dans cette partie à la fin, des facteurs de variation du pH qui vont pouvoir permettre l'endocytose. Et en fonction du pH, il y aura ou il n'y aura pas endocytose. Et il semblerait que la chloroquine, l'antipaludéen qui a été beaucoup médiatisé, aurait une action sur la variation du pH qui empêcherait du coup cette phase d'endocytose. Donc le camostat pourrait agir également sur la phase de fusion, mais la chloroquine, elle aussi, pourrait empêcher une forme de fusion en modifiant le pH des cellules. Voilà pour le deuxième type d'action. Il existe encore une autre piste, donc là l'objectif serait d'empêcher l'ARN viral d'être transformé en ARN messager et ainsi il ne pourrait pas être lu par notre organisme et il ne pourrait pas fabriquer ces protéines. Donc là c'est le remdesivir qui est envisagé. On a la possibilité d'insérer des nucléotides factices à l'intérieur de l'ARN messager. Le problème c'est que le virus, le Covid-19, possède un système de réparation de cet ARN lorsqu'il y a des erreurs. Nous, on a ce mécanisme-là, et ben ce virus-là, contrairement à d'autres virus, possède aussi ces protéines réparatrices. Donc lorsqu'on insère des nucléotides faussés pour empêcher la fabrication correcte de ces protéines, eh bien en fait, il le répare. Il existe cependant une molécule qui, elle, vient se fixer sur l'ARN et qui semble ne pas être reconnue par la protéine réparatrice. Et donc, cette molécule s'appelle le remdesivir. Elle viendrait donc agir dans cette phase ici, entre la partie ARN virale et la partie ARN messager. Donc il empêcherait en fait l'ARN polymérase virale de faire son boulot correctement. On aurait donc des ARN messagers qui ne seraient pas fonctionnels ou qui seraient mutés, inappropriés pour faire des protéines correctes à l'arrivée. Ainsi, on n'aurait pas des virus qui auraient la possibilité de se reproduire. Il existe encore une dernière possibilité avec un médicament qui lui agirait sur, une fois que les protéines sont produites, les polyprotéines sont produites, sur la recombinaison du virus. Donc là, il existe un médicament utilisé chez les personnes atteintes du VIH qui s'appelle le lopinavir. Ce médicament est constitué de deux molécules, la molécule Kaletra, qui a pour action de
d'empêcher les protéases, des enzymes ici qui permettent la recombinaison des protéines. En empêchant ces protéines virales, ces protéases virales de recombiner les protéines qui ont été traduites, eh bien il n'y a pas reformation du virus ici, ou alors à l'intérieur, les protéines ne sont pas correctes de toute façon. Le problème, c'est qu'il est facilement dégradé par l'organisme. Il est donc associé à un deuxième actif qui s'appelle le ritonavir, qui, associé au chélatra, permettrait une action beaucoup plus longue et beaucoup plus efficace. L'ensemble de ces deux molécules formant le lopinavir. Voilà, donc on a plusieurs phases d'action. On peut agir avec le camostat au niveau de l'étape 1, c'est-à-dire la fixation. Il semblerait qu'elle puisse agir également au niveau de l'étape 2, c'est-à-dire la fusion avec la membrane, mais la chloroquine semblerait plus efficace en modifiant le pH pour empêcher cette endocytose. On a le remdesivir qui, lui, empêcherait la transformation de l'ARN viral en ARN messager qui pourrait être ensuite traduit par nos cellules. Et on a également le lopinavir qui, lui, empêcherait la recombinaison des polyprotéines qui auraient été traduites pour reformer les virus. Ça les empêcherait de ressortir. Ils seraient donc coincés à l'intérieur de notre cellule. Voilà pour les pistes actuelles. Toutes ces pistes, évidemment, doivent encore être testées, vérifiées, et il y a très vraisemblablement d'autres médicaments qui sont envisageables et qui pourraient être peut-être plus précis sur le Covid-19. Il y a également des recherches concernant une vaccination qui serait la plus efficace, puisque, on va le voir dans le chapitre 2, ça va nous permettre de déclencher une immunité adaptative beaucoup plus rapide.